Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur le site et la chaîne YouTube de la Société de Géographie et on a la chance et bien sûr l'honneur de recevoir Benjamin Novak à l'occasion de la publication de son ouvrage Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins? Un titre quand même qui laisse assez songeur. Bonjour Benjamin Novak. Bonjour Pierre. Bon, alors, on a l'habitude à la Société de Géographie de commencer nos entretiens par une question très générale. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Benjamin Novak et je suis maître de conférence en agronomie à VET AgroSup. Donc, je m'occupe d'enseigner plutôt tout ce qui est relatif aux productions végétales aux étudiants ingénieurs, donc à côté de Clermont-Ferrand. Alors, vous dites que vous êtes ingénieur agronome, et je dois vous dire, je vais être assez honnête avec vous et transparent. C'est-à-dire, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, bon, ça va être un manuel d'agronomie ou quelque chose, bon, des questions que j'aime beaucoup aborder, et en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus historique. Alors, ma première question, elle est assez simple. C'était quoi l'ambition de cet ouvrage? Alors c'est vrai que vu que je suis enseignant aussi à côté, on se pose souvent la question aussi de comment est-ce qu'on peut retenir l'attention des étudiants, parce que parfois 2 heures d'amphi, ça peut être très long. Surtout nous les premiers, je trouve que de plus en plus notre capacité d'attention se diminue. Donc, plutôt que d'attaquer directement par la théorie, souvent c'est plus simple d'avoir un peu des grands enjeux, voire des petites histoires comme ça qui peuvent raccrocher l'attention. Et ça tombe bien parce qu'il y en a plein d'anecdotes passionnantes comme ça qui existent en agriculture. Mais voilà, au-delà de l'enseignement, je pense que cette problématique, elle est vraiment plus générale. Parce que aujourd'hui, avec Internet, et encore plus maintenant avec tout ce qu'on voit sur la vague de l'intelligence artificielle, l'information est vraiment très facilement accessible. Donc, c'est pas tant la question de la mise à disposition de l'information, c'est surtout la façon dont on va la présenter pour donner envie aux gens de s'y intéresser. Et peut-être aussi pour faire des connexions entre différents événements, différentes connaissances que les gens ne voient pas forcément et qui permettent d'y donner un sens un peu différent. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaye de faire dans le livre pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut raconter des histoires un peu différemment. Donc l'idée à chaque fois, c'est de partir un peu d'une anecdote relative à l'une des plantes, l'une des espèces qu'on va cultiver. Donc sans avoir la volonté d'être exhaustive et de tout passer en revue, mais d'essayer comme ça de trouver un peu ces histoires intéressantes pour revenir un peu à des vérités un peu plus générales ou des mécanismes un peu plus spécifiques qui expliquent comment nos filières agricoles se sont créées. En fait, par Alors, rapport à ce que vous disiez, pardon, je veux juste là-dessus, parce que vous disiez au début, c'est vrai que sur l'agronomie, ça peut surprendre au début, mais disons que l'agronomie n'est pas qu'une science dure, entre guillemets, une science fondamentale de biologie. Si on veut comprendre le fonctionnement des fermes, des fonctionnements des filières agricoles en général, on est aussi obligé de s'intéresser à tout ce qui est des sciences sociales, des sciences humaines à côté, parce qu'il n'y a pas que, voilà, l'écophysiologie de la plante qui va gouverner les pratiques agricoles derrière. bah écoutez, j'ai bien fait de vous laisser compléter votre réponse parce que vous faites la transition tout de suite vers ma prochaine question. Vous abordez notamment la manière dont, alors à la fois la domestication, la production, la transformation des plantes. Alors certes, on crée des régions particulières, des régions écologiques particulières, mais aussi comment elles ont créé des sociétés Hmm. particulières. Et ça fait vraiment écho avec beaucoup de travaux qui ont été menés en géographie depuis des décennies maintenant. Je pense notamment à Pierre Gourou avec son ouvrage Riz et civilisation. Hein. Mais alors justement, peut-être pour aller encore un petit peu plus loin et pour remettre l'accent sur les céréales de civilisation, Hmm. justement ces céréales, qu'il s'agisse du riz, du blé, du maïs ou même d'autres céréales peut-être plus locales, je pense au fonio, au teff ou des choses comme ça, comment justement elles ont participé à créer des civilisations singulières. Oui, tout à fait. On peut avoir aussi mis effectivement dans les céréales accessoires qu'on retrouve assez fréquemment dans les céréales les plus cultivées. Mais si on simplifie très vite dans les études d'agriculture, d'agronomie, on parle des trois grands types de civilisations. Ce sont les céréales dominantes avec le maïs plutôt dans les Amériques, le blé Europe, Moyen-Orient et après le riz en Asie, et qui ont pu à chaque fois aussi influencer le développement des civilisations. Donc, il y a une anecdote que je citais dans le livre qui vient de travaux menés par un chercheur américain, Thomas Talen, qui montrait que là, pour le coup, c'était uniquement en Asie, mais dans les villages qui ont plutôt une culture du riz, qui viennent plutôt d'une culture traditionnelle du riz, on a des populations qui sont plus solidaires, moins individualistes que dans les villages qui viennent plutôt de la culture du blé. Et donc, à travers tester cette hypothèse avec différents dispositifs, et ce qu'ils voyaient, c'est que ceci viendrait en fait des pratiques agricoles qui sont liées, où historiquement, la culture du riz nécessite une gestion collective des parcelles pour gérer l'inondation.
des sols dont on a besoin à un moment donné. Alors qu'à l'inverse, on n'a pas cette contrainte-là pour le blé et ça développe des comportements un peu plus individualistes. Et ça, en fait, même quand les techniques agricoles évoluent, qu'on a moins forcément besoin de se partager les travaux derrière, eh ben ça reste et on retrouve un peu cet héritage-là. Donc, si on extrapole, on pourrait avoir ces comportements plus collectivistes, entre guillemets, en Asie, par rapport à des comportements plus individualistes en Europe, qui sont traditionnellement pour nous la société du blé, l'utilisation du blé. Mais un autre point que je trouve assez intéressant là-dessus, c'est que ce partage très grossier qu'on a entre blé, maïs et riz est quand même vraiment en train d'évoluer, je trouve, actuellement, pour deux raisons. C'est que on a déjà le maïs qui évolue fortement depuis les dernières décennies et qui va sans doute passer devant le blé en termes de première culture, en termes de surface récoltée. Alors c'est déjà en termes de volume parce que le maïs a un potentiel de rendement qui est un peu plus élevé que le blé, mais il se rapproche vraiment du blé. Là, on va sans doute avoir bientôt le maïs comme première céréale mondiale. Et l'autre chose, c'est que maintenant, on parle plus vraiment de ces trois grandes céréales, parce qu'à côté, on a une quatrième culture qui vient changer la donne, qui est le soja, et qui est quasiment cultivé sur des surfaces aussi importantes que le riz maintenant. Et là aussi, comme le maïs, avec de fortes évolutions selon les dernières années. Et ça, bah, maintenant, les Amériques, la première culture en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, c'est un peu moins le cas en Amérique centrale, mais Amérique du Nord, Amérique du Sud, maintenant, le soja est devant le maïs. Et en gros, je pense que toute cette évolution-là, plus de maïs, plus de soja, ça vient de l'évolution de nos régimes alimentaires. On pourra parler aussi de la spécialisation des régions, mais ça vient des régimes qui sont plus carnés parce que, à dominante, le maïs et le soja, ça reste principalement utilisé pour l'alimentation animale maintenant. Oui, c'est vrai, parce que le soja, on y pense très très peu. On a, comme vous dites, on a les trois premiers, Hmm. les trois plus grandes céréales, mais le soja est devenu vraiment un incontournable en matière d'agriculture globale, globalisée, etc. Vous avez raison, c'est vraiment, comment dire, pas force. Oublions tout de suite les pousses de soja dans les roulés de printemps, hein. Non, non, c'est vraiment Exactement. Hmm. pour l'alimentation animale qui ensuite, bien sûr, a des conséquences sur l'alimentation humaine. Alors justement, vous en parlez. On a une sorte d'image d'Épinal avec des grandes régions productrices, des grandes régions consommatrices, donc des civilisations très liées à la consommation de certaines céréales. Mais quand on s'intéresse à l'histoire de l'alimentation et de l'agriculture, ce que vous faites, hein, dans votre ouvrage, bah, il faut aussi considérer les diffusions, donc les Hmm. phénomènes de mondialisation, de globalisation. Et ma question, elle est alors, elle est simple dans sa formulation, mais peut-être très compliquée à répondre. C'est ces diffusions, comment elles se sont produites? Sous quelle dynamique, sous quelle forme se sont produites ces diffusions? Et peut-être sous quelle forme se produisent toujours des diffusions? Ouais, alors là, on n'aura pas forcément une seule réponse unique parce qu'il y a eu plein d'exemples différents. Mais déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, bon, l'agriculture, c'est un peu plus de 10 000 ans. Au début, on va partir de plantes sauvages qu'on va domestiquer et qui peu à peu vont acquérir les traits qui nous intéressent avec des fruits plus gros, des récoltes qui arrivent à maturité tous en même temps aussi pour favoriser la récolte, également aussi enlever les composés un peu toxiques pour notre alimentation, etc., etc. Donc ça se fait vraiment sur un temps très long. Et ces événements de domestication, parfois, ils se sont produits de façon disséminée sur la planète, c'est-à-dire que pour certaines cultures, on a eu plusieurs foyers, et parfois pour d'autres, c'était dans des foyers qui étaient un peu plus circonscrits, et donc des cultures qui étaient plutôt spécialisées à une région du monde. Et après, derrière, bah, il y a eu tous les grands voyages, les grandes expéditions qui vont participer à la diffusion de ces cultures. Et d'ailleurs, pas mal de ces grandes expéditions et de ces grandes découvertes étaient d'ailleurs liées à la volonté de récupérer des cultures qu'on n'avait pas à l'époque, soit sous forme de denrées, soit pour récupérer des graines ou des plants pour pouvoir en commencer la culture. Bah, l'un des exemples les plus marquants, c'est Christophe Colomb qui part à la recherche de la route des épices pour trouver un nouveau chemin pour cela et qui tombe sur les Amériques. Donc c'était bien déjà cette idée de récupérer les graines, récupérer les semences qui est au cœur de ces explorations-là. Et puis derrière, c'est sûr qu'avec la colonisation, on va avoir une explosion des échanges qui va débuter et on a même des cultures qui vont échanger leur foyer de production. Alors, il y a un échange que je trouve très marquant, c'est celui du café et du cacao, qui vont même aller jusqu'à changer leur principal foyer de production. Parce que le café est originaire d'Éthiopie au départ, donc originaire d'Afrique, et va passer ensuite à la péninsule arabique, et petit à petit, via d'abord le vol de marchands hollandais, va arriver dans les colonies hollandaises, en Europe,
et derrière en Amérique du Sud, qui est maintenant le premier producteur mondial du café. Alors qu'à l'inverse, lui, le cacao a fait le chemin inverse. Parce qu'il est originaire de la forêt amazonienne, il s'est d'abord cultivé en Amérique du Sud, où il avait une place importante dans les rituels religieux des premières civilisations. Et petit à petit, bah, là aussi avec les voyages des Portugais, des Espagnols, qui ont fait découvrir le cacao à l'Europe, et ben, les Européens ont commencé à s'intéresser à cette boisson, en le mélangeant avec du sucre, alors que c'est plutôt mélangé avec des épices traditionnellement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et au moment où le Brésil a voulu devenir indépendant, bah, les Portugais ont voulu quand même garder la mainmise sur la production de cacao et donc ramener des plants de cacao sur l'archipel de Sao Tomé et Principe. Et c'est là qu'on a commencé à cultiver le cacao en Afrique. Petit à petit, ça s'est réparti sur le continent et aujourd'hui, bah, la côte ouest de l'Afrique, c'est le premier producteur mondial. C'est les deux tiers de la production mondiale de cacao. Donc on a vraiment cet échange qui s'est fait, en fait, le cacao qui vient d'Afrique pardon, le cacao qui vient d'Amérique du Sud, qui est majoritairement cultivé en Afrique, alors qu'à l'inverse, le café qui vient d'Afrique, qui est aujourd'hui majoritairement cultivé au Brésil, dessus. Et le tout pour une consommation dans les pays dits du Nord. Si je me Exactement, ouais. souviens, si je me souviens bien de mes cours de géographie agricole. Ouais, 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 non, exactement, ouais. Et puis Et donc, parfois, on a juste, des phénomènes de spécialisation qui sont encore plus surprenants, comme la noix de cajou, qu'on peut hmm. cultiver en Afrique, qu'on a dit, qu'on envoie au Vietnam pour se faire décortiquer, et qu'on va amener en Europe ou aux États-Unis pour aller derrière les consommer. C'est vraiment encore le niveau au-dessus de la spécialisation. Mais ouais. Et justement, vous en parlez, c'est une des conséquences de cette mondialisation des plants, des plantes, voire même des animaux dans certains cas, et de l'élevage animal, a donné lieu à des spécialisations. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? En quoi ça consiste, ces spécialisations Hmm. agricoles? Ouais, alors je trouve que là-dessus, on retrouve quand même, quand on regarde un peu toutes ces histoires, tous ces événements historiques, bon, surtout sur les années, les siècles, pardon, voire les millénaires, le dernier millénaire, on a quand même une tension qui existe entre soit la volonté de protéger les productions agricoles nationales en subventionnant les productions et en mettant des barrières aux importations avec des droits de douane élevés ou des choses comme ça, soit à l'inverse, la volonté de favoriser l'activité économique en abaissant les droits de douane et en cherchant à faire le plus d'échanges possible. Et donc, on va pencher plus ou moins d'un côté à l'autre selon le contexte international et les périodes de conflit ou non. Donc, un exemple que je donne dans le livre de création de filières locales où on a cherché à favoriser la production dans le pays, donc notamment en France, ça a été au moment de la bataille de Trafalgar, quand derrière Napoléon a mis en place le blocus continental pour affaiblir les Anglais. Donc, ils ne pouvaient plus recevoir de produits venant des colonies à ce moment-là. Et donc, très vite, on a eu des pénuries de coton, de sucre, etc. Et donc, pour remplacer le sucre, eh ben, Napoléon a essayé de faire un gros effort pour stimuler la production de betteraves sucrières en France. Parce que le sucre peut être produit soit à partir de la canne, soit de la betterave. Et là, l'idée de se dire, bah, on n'a plus de canne à sucre, donc on va essayer de stimuler la betterave sucrière. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas si facile à mettre en place que ça, une filière agricole en 2 ans. Donc ça a plutôt été un échec sur le coup, mais à long terme, la production s'est quand même imposée dans le Nord. Donc là, c'était vraiment plutôt ce qu'on appelait du protectionnisme et développer les productions en interne. Alors que, à l'inverse, bah, aussi ce blocus continental donne l'exemple de plutôt favoriser le libre-échange de l'autre côté, du côté anglais. C'est-à-dire qu'au début, les Anglais vont mettre en place des lois pour préserver la production de céréales. Bah, c'est-à-dire, bah, le commerce est limité, il faut qu'on ait notre propre production de blé. Mais après, il y a des économistes qui vont commencer à dire, bah non, il va falloir qu'on favorise le libre-échange, ça peut nous favoriser. Et c'est notamment là que David Ricardo développe sa théorie qui est assez célèbre pour dire sur les avantages comparatifs relatifs. Avec l'exemple entre le Portugal et l'Angleterre, c'est que même si le Portugal est meilleur que l'Angleterre pour produire du vin et des draps, il vaut quand même mieux que le Portugal garde le vin, l'Angleterre des draps. Et dans ce cas-là, bah, les deux bénéficieraient des échanges mutuels entre les deux pays. Mais donc ça marche quand on n'a pas de situation de conflit, qu'on est vraiment en termes de libre-échange total. Donc c'est sûr que ça va dépendre du contexte. Bah, est-ce qu'on est plutôt en termes de conflit ou est-ce qu'on est plutôt en termes de paix à ce moment-là? Alors justement, dans votre ouvrage, il fourmille d'événements. Vous avez parlé de la bataille de Trafalgar et de ses Mm. conséquences agricoles et alimentaires. Bon, on pourrait aussi parler, on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans la presse, de l'exemple que vous donnez à partir du Rainbow Warrior, des Mm. conséquences alimentaires et agricoles. Mais justement, moi, encore plus précisément, par-delà les anecdotes, les petites histoires, on va dire, ce qui me semble très intéressant dans votre travail et dans votre livre, c'est justement vous montrer à quel point l'agriculture et l'alimentation sont géopolitiques. Alors,
ou en tout cas des conséquences géopolitiques. Alors pour les spécialistes, c'était évident. Pour le grand public, on s'en est rendu compte avec et la pandémie, puis la guerre en Ukraine. Mais justement, j'avais envie de vous demander, puisque là encore, hein, je le rappelle, hein, vous avez beaucoup d'anecdotes dans votre livre, comment est-ce que des événements politiques, géopolitiques ou en lien avec les relations internationales qui se sont produits dans le passé peuvent avoir des conséquences sur alors, les spécialisations, les stratégies de production, de transformation et de consommation agricole comme alimentaire. Alors oui, bah, je pense qu'on vit quand même dans un monde où force est de constater que c'est plutôt la vision ricardienne qui s'est imposée par rapport à ce qu'on disait avant, et on est plutôt allé sur une logique de spécialisation assez forte parfois des filières agricoles. Alors, je mentionnais assez rapidement tout à l'heure la noix de cajou, de se dire bah, on va même jusqu'à la produire dans un pays et la décortiquer dans un autre avant de l'envoyer. Mais pour moi, il y a quand même eu un tournant là-dedans, dans cette logique de spécialisation. Ça a été l'invention des engrais azotés de synthèse, qui s'est fait au début des années 1900, mais qui prend vraiment son essor au milieu du XXe siècle, quand on a des politiques de subvention agricole qui permettent aux paysans d'acheter ces engrais, à la modernisation des tracteurs aussi qui se met en place. Mais en gros, jusqu'à ce qu'on ait ces engrais de synthèse, on était quand même obligé d'avoir une proximité entre nos productions animales et nos productions végétales. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait produire assez proche des troupeaux les aliments pour les troupeaux, soit des fourrages ou des grains. Et de l'autre côté, il fallait garder les troupeaux assez proches de ces parcelles-là pour pouvoir les fertiliser avec du fumier. Donc, c'est un mécanisme qui est au cœur de beaucoup de systèmes agricoles antiques, donc, comme au Moyen Âge ou d'autres exemples qu'on a dans le passé. Mais avec ces engrais de synthèse, en fait, on peut casser ce lien. On peut mettre les troupeaux d'un côté et les productions céréalières dans les plaines. Ça va être fertilisé par des engrais de toute façon. Donc à ce moment-là, on a des fermes qui vont se spécialiser soit dans les productions animales, soit des productions végétales. Et on va même jusqu'à des régions entières, voire des continents. Quelques mots derrière, mais en France, on voit bien l'exemple de nos productions d'animal, surtout ce qu'on va appeler les productions de granivores, donc les cochons et, euh, et les poules, pardon, et la volaille qui peuvent être nourries avec des grains, qui sont plutôt concentrés en Bretagne, alors qu'à l'inverse, on a des grands bassins de production céréalière dans la Beauce ou encore dans le nord de la France. Et donc, ça va nous poser quand même des problèmes par la suite, comme on le voit en Bretagne avec l'apparition des algues vertes. Quand on a du fumier en trop, on va les pendre, ça devient plus une ressource, mais plutôt un déchet. Et ben dans ce cas-là, on a tendance à avoir des éléments minéraux qui vont aller les filtrer jusqu'à l'eau et vont aller créer un peu ces problèmes d'algues vertes. Mais de même, quand on va concentrer une même production végétale, une même espèce, voire une même famille botanique dans une région particulière, on va se créer des maladies ou des choses comme ça qui vont arriver plus facilement sur les cultures. Donc, quand on revient dans notre climat actuel, ou de se dire, bah, en fait, on pourrait se dire que on aurait plutôt intérêt à revenir parfois sur cette logique de spécialisation. Bah, rien que si on revient sur le contexte dont vous parliez de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui nous pose le plus de problèmes à se passer des importations en provenance de la Russie? C'est les engrais azotés. Donc, pourquoi les Russes sont les premiers producteurs d'engrais azotés? C'est que tout simplement, ça nécessite beaucoup d'énergie pour aller récupérer le diazote de l'atmosphère et casser la triple liaison qui existe entre ces deux atomes d'azote pour pouvoir en faire de l'ammonium ou du nitrate, qui sont les formes qui sont assimilables par les plantes derrière. Donc, on peut essayer de trouver des énergies renouvelables pour contourner le gaz, en essayant de se dire on va faire un peu plus d'éolien, un peu plus de solaire par exemple. Mais par contre, aller se passer des engrais azotés de synthèse, ça va mettre très longtemps. Donc, si on avait des bassins un peu moins spécialisés peut-être, alors une solution qu'on a beaucoup, c'est de mettre un peu plus de légumineuses dans les assolements. Ça permettrait de diminuer un peu notre dépendance comme ça aux engrais azotés. Un peu plus de diversité permettrait d'avoir un peu plus de, peut-être de ce qu'on peut dire de souveraineté alimentaire, bon, le mot qui est très, très à la mode actuellement. Mais encore une fois, l'exemple de ce qu'a fait Napoléon avec la betterave sucrière en mettant beaucoup de moyens, on voit que ça se fait pas d'un seul coup comme ça et que c'est des choses qui sont complexes à mettre en place et qui sont vraiment sur le long terme. Il faut vraiment avoir une vision long terme pour pouvoir réussir à développer ces filières-là. Alors bah, là, vous me tendez une perche. Est-ce que cette vision long terme, on l'a toujours? Je parle pas uniquement de la France, hein, mais en règle générale, est-ce que, enfin,
À titre personnel, j'ai l'impression qu'aux dernières élections européennes, par exemple, on a appelé, comme vous dites, à la souveraineté alimentaire, etc. J'ai pas l'impression que les enjeux en matière d'alimentation et d'agriculture aient été au cœur des discussions de la campagne. Donc ça, moi, c'est une sorte de... Et même dans mon travail quotidien, je Mm. m'en rends compte. Et moi, j'avais une autre question finalement. Plus, vous avez parlé de la création des engrais azotés, enfin la découverte des engrais azotés, de synthèse, pardon. Euh, cette modernisation qui a eu lieu à partir, allez, grossièrement au XXe siècle, et puis notamment après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elle est toujours pertinente, est-ce qu'elle vous semble toujours pertinente aujourd'hui pour répondre aux enjeux agricoles et alimentaires qui se posent aujourd'hui et surtout demain, c'est-à-dire comment produire plus Mm. pour nourrir, comment nourrir une population en augmentation permanente avec de moins en moins de ressources disponibles? Est-ce que le modèle industriel qui a fait les beaux jours de l'Europe et de beaucoup de continents, j'ai absolument rien à dire là-dessus, est-ce qu'il est toujours pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies peut-être Mm. à penser? Peut-être, alors j'en Ouais, lance une comme ça, peut-être redécouvrir, pas entièrement, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais peut-être un peu plus redécouvrir le bon sens géographique, redécouvrir l'échelle locale, relocaliser certaines productions mm. qui peut-être ont été organisées de manière un petit peu distante et sans respecter la géographie, si je puis dire. Ouais, alors exactement. Bah, alors là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Après, il faut se méfier parfois entre les deux extrêmes inverses, en train de se dire la solution, ce serait encore un peu plus d'industrialisation de l'agriculture, ou on pourrait se passer totalement de ce qui a été fait avant. En fait, si on va rester juste sur le domaine des engrais, qui est celui que je connais le mieux, quand on voit l'impact qu'ont les engrais de synthèse, bon, en gros, qu'on estime que la moitié de l'augmentation de la population mondiale est liée à l'invention de ces engrais de synthèse. Et sans doute que on serait peut-être moitié moins nombreux s'il n'y avait pas eu cette invention-là. Euh, mais par contre, je trouve que alors, on sait qu'on est dans une situation où on est plutôt dans une stagnation des rendements dans une grande pays, des pays européens, notamment stagnation des rendements des céréales, or qui varie selon les espèces. Les céréales à paille comme le blé sont beaucoup plus soumis à la stagnation que le maïs, qui serait notamment dû, entre autres, au changement climatique, avec des conditions qui vont être un peu plus stressantes pour le développement de ces cultures-là. Donc on peut se dire que bah, il faut qu'on essaye de déplafonner ces rendements. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'échelle mondiale, si on prend vraiment ça à l'échelle mondiale, la façon de répondre au problème. Parce que quand on voit bah, cette révolution dont on parlait justement, cette révolution agricole, je disais l'augmentation des rendements qui était multipliée à peu près par 7 au cours du XXe siècle et surtout au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, bah, ça s'est concentré sur quelques pays entre autres. Et alors qu'à l'inverse, bah, si on regarde, il y a tout un tas de pays, donc une visualisation de données qui montre ça dans le livre, mais on a quand même tout un tas de pays sur lesquels les rendements sont encore très faibles. On est à nos rendements du début des 1900 en Europe, par exemple. Donc, il y a une loi qu'on connaît bien en agriculture, c'est que ce qu'on appelle la courbe de réponse aux engrais azotés quand on fait le rendement. C'est-à-dire qu'au début, on met un peu d'engrais, ça va augmenter très vite, mais après, quand on se rapproche du potentiel de rendement maximum de la plante, eh ben, il faut mettre 2 à 3 à 4 fois plus d'engrais pour gagner juste un petit peu de potentiel de rendement. Donc, peut-être qu'on attend un peu le maximum de ce qu'on pouvait tirer ici. Et alors qu'à l'inverse, avec une répartition un peu plus équitable, entre guillemets, des intrants agricoles qu'on va utiliser, on pourrait aller déplafonner, enfin, augmenter sensiblement les rendements dans d'autres pays, plutôt que d'essayer justement de les déplafonner chez nous. Donc, je pense que c'est difficile de se passer de tout ce qui a pu être apporté au XXe siècle. Et en tout cas, ça doit se faire vraiment sur le long terme. C'est un peu les discussions qu'on a actuellement qui vont, quand on a un produit qui est interdit, bah, comme les néonicotinoïdes, tout de suite après, sur les années d'après, on essaie de les remettre. Mais c'est sûr que pour ça, il faut avoir vraiment une vision à long terme vers où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que l'objectif, c'est d'essayer encore d'augmenter les rendements en Europe, même si ça peut coûter très très cher en termes d'intrants, ou si plutôt de se dire, bah, on va essayer au moins de stabiliser nos rendements-là, peut-être avec des pratiques agricoles plus vertueuses, et à l'inverse, de dire, bah, il faut aussi aider d'autres pays à améliorer leur productivité agricole pour que la souveraineté alimentaire globale à l'échelle mondiale soit meilleure.
Alors, petit message à nos téléspectateurs et à nos followers sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller encore plus loin, donc si vous voulez creuser ces questions-là, si vous voulez découvrir comment est-ce que l'événement du Rainbow Warrior, par exemple, a influencé le contenu de nos assiettes, bah, je vous renvoie au livre absolument excellent, et je ne le dis pas pour faire plaisir à notre participant, donc le livre de Benjamin Novak, Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins, qui a été publié en 2025 aux éditions Duno. Benjamin Novak, vraiment merci beaucoup pour votre participation. Et puis là, Merci. à titre personnel, merci beaucoup aussi pour votre ouvrage. Merci beaucoup, Pierre. C'est super sympa.